Voilà, suite du programme. Bonsoir à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous revoir. La salle est quasiment pleine. C'est une sensation bizarre 2 ans plus tard que de vous voir comme ça en présentiel. Ça change et ça fait du bien. Et je pense que c'est valable pour toutes les manifestations du même type. Je vous dis bonsoir, très heureux, mais en même temps avec un sentiment un peu partagé. Et vous savez pourquoi. Nous avons un conflit, une guerre entre la Russie et l'Ukraine, une guerre que la Russie a voulu avec l'envahissement de l'Ukraine. C'est une guerre qui pose des problèmes politiques, sociaux et économiques et qui génère beaucoup d'incertitudes quant à ses effets potentiels et quant à son issue. On l'a encore vu hier avec les déclarations du président Poutine. Cette guerre est présentée au fond comme une confrontation de valeurs avec 2 discours radicalement différents, une critique très forte qui n'est pas nouvelle du côté russe, des valeurs sur lesquelles nous nous appuyons. Je rappelle que ces valeurs sont issues des Lumières, je l'ai écrit à de nombreuses reprises, j'y suis très attaché, et que même si elles sont imparfaites, qui peut prétendre avec nos propres imperfections gérer de manière parfaite une société, elles n'en constituent pas moins le socle sur lequel s'appuient nos sociétés. Nous pouvons choisir nos élus, nous pouvons faire appel à une justice indépendante, nous avons un droit d'initiative, de référendum, bref, nous disposons de droits démocratiques très importants qui nous permettent d'assurer des équilibres sociaux importants. Et donc, je ne vois pas vraiment, moi, quelles sont les valeurs qu'on peut nous opposer par rapport à celles que nous défendons. Je dois vous avouer que j'ai beaucoup de peine à le comprendre et qu'effectivement, réécrire l'histoire alors que ça ne mérite pas de l'être est quelque chose qui me dépasse. Mais ce débat sur les valeurs génère un autre débat à l'intérieur du pays, qui est le débat sur la neutralité. Que n'a-t-on pas entendu? D'abord pour dire à nos autorités, vous êtes beaucoup trop lentes dans vos réactions. Vous ne vous alignez pas sur les sanctions qui ont été prises par les États-Unis d'Amérique et par l'Union européenne. La réalité, c'est que le monde économique, et j'étais à Berne quand j'ai eu cette discussion, avait déjà choisi, pas forcément parce qu'il le souhaitait ardemment, je vois le président de la Banque cantonale qui est là au 2e rang, pas forcément parce qu'il le souhaitait, mais avait déjà pris les devants. Et ce que nos autorités ont fait, l'ont fait après que les milieux économiques aient analysé la situation et soient rendus compte que s'ils ne le faisaient pas, eh bien, ils seraient privés de toute une série de canaux d'échange, et en particulier d'accès aussi à un certain nombre de devises qui sont essentielles. Jusqu'à preuve du contraire, le rouble, ce n'est pas encore la devise de référence dans le monde, même si M. Poutine cherche à nous le faire croire. On peut bien entendu discuter de la pertinence des mesures. Ces mesures qui ont été adoptées sont très nombreuses. La liste des gens concernés est énorme. Si vous vous rendez sur le site du SECO, vous tapez un nom, vous trouvez ça tout de suite. On peut en discuter. La question, c'est évidemment d'abord de savoir si on veut mettre dans la Constitution des variables d'ajustement en fonction du développement d'une crise. Ça ne se fait, en principe, jamais. Même avec le Covid, on n'est pas arrivé là. Alors pourquoi faudrait-il le faire maintenant, sous le coup de l'émotion, dans notre Constitution? La Constitution n'est pas faite pour gérer les crises, il faut de la flexibilité, de la réactivité. On doit faire face à l'imprévu de façon aussi rapide que possible. Un mot pour vous dire aussi que si la réaction suisse a suscité le courroux de la Russie, j'ai eu l'occasion de recevoir des émissaires de l'ambassade russe de Berne qui sont venus dans mon bureau m'expliquer comment je devais faire parce que je n'avais pas forcément compris, je ne suis pas le seul, mes collègues aussi. Je peux par contre attester du fait que la position de la Suisse a été très appréciée au plan international, in globo, du moins pour les pays qui défendent peu ou prou les mêmes valeurs que nous, parce que justement nous sommes sortis, nous nous sommes alignés sur ce socle de valeurs dont je parlais tout à l'heure. Et pour une fois, nous ne sommes pas restés en retrait par rapport à d'autres pays. Si je vous le dis, c'est parce que j'ai des fonctions importantes au niveau de l'Organisation internationale des employeurs. Je communique et je dialogue encore avec mes collègues russes, bien entendu. Mais ces fonctions m'ont amené à avoir des échanges avec d'autres personnes dans le monde. Je représente l'Europe et l'Asie centrale, ce qui est loin d'être facile à gérer actuellement. Mais en tout cas, majoritairement parlant, il n'y a pas de discussion sur la condamnation du conflit et sur le fait que nous devions, nous aussi, nous associer à ce message. Donc je pense que ça
procède d'une amélioration de notre réputation internationale. Ce conflit, notre président vient de le dire, continue de mettre à mal les chaînes d'approvisionnement. Alors on a le Covid en Chine qui continue, Shanghai, Pékin et quoi d'autre encore demain. Une politique radicalement différente de celle adoptée par les autorités fédérales et les autorités cantonales. Monsieur Podja, qu'on a vu quasiment tous les soirs au téléjournal en tête, bien entendu. Une politique radicalement différente pour des raisons qui tiennent aussi à la structure sanitaire de la Chine, comme vous le savez. Mais le résultat, c'est que les chaînes d'approvisionnement sont secouées. On a de la peine à trouver de la matière première, on a de la peine à trouver des produits finis, et les prix forcément augmentent. Un taux d'inflation en Suisse de 2,5%, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Et Dieu sait si on en parlait. L'inflation reviendra bien un jour, les taux hypothécaires vont remonter, mais on ne sait pas quand. Si vous regardez la presse actuellement, vous avez des articles entiers qui sont consacrés à ça et sur la façon dont les ménages vont réagir. Bon, dans les années 90, on a connu une inflation supérieure. On a connu les taux hypothécaires qui étaient très élevés. Pour beaucoup, ça signifie plus grand-chose maintenant parce qu'on a eu une période très calme. Mais c'était la réalité. Et puis on a réussi à sortir de cette réalité pour arriver à une situation où l'inflation était quasiment nulle. Ça signifie évidemment avec cette inflation que le pouvoir d'achat est à nouveau grignoté. Ça veut dire qu'il y aura des tensions sociales assez fortes autour de la compensation du dit renchérissement. Donc il faut s'attendre à des discussions, pas forcément à l'automne, parce que Pierre-Yves Maillard a déjà commencé maintenant, pas forcément à l'automne, sur la question de l'adaptation des salaires, entre autres choses, bien entendu. Du côté de la FER Genève, nous suivons la situation avec beaucoup d'attention, comme nous l'avons fait d'ailleurs dans le dialogue qui s'est noué avec nos autorités à l'occasion du Covid. Merci encore, je le dis en votre présence, messieurs les conseillers d'État, de ce dialogue que nous avons pu nouer sur la pandémie et sur les conséquences de la pandémie sur l'économie. On a trouvé un certain nombre de solutions ensemble, on les a fait fonctionner et je crois que ça mérite d'être rappelé. Maintenant, pour tous ceux qui ont pensé que le fait de coopérer, de collaborer, de s'informer, d'échanger, c'était au fond se compromettre avec les autorités genevoises. J'ai eu droit à ce genre de remarques. J'y ai eu droit. Téléphone à la maison. Sympa. Eh bien, je dis qu'il est normal que nous ayons des échanges, il est normal que nous ayons des divergences, et que le fait de coopérer, de collaborer, ne signifie pas forcément qu'on soit toujours d'accord avec ce qui va être adopté. Mais c'est la seule façon d'arriver à trouver des solutions qui préservent les entreprises, qui préservent les emplois et au fond, qui servent la population. Nous continuons de le faire maintenant avec le conflit russo-ukrainien, mais là, comme je vous l'ai dit, c'est encore plus difficile que la pandémie s'il s'agit d'analyser les conséquences de ce conflit. À la FER Genève, nous avons aussi une cellule de suivi, c'est elle qui a suivi la pandémie depuis le début, avec pour objectif d'abord de poursuivre les activités de la fédération, ce n'était pas chose évidente, comme pour d'autres entreprises bien entendu, de soutenir l'économie dans son ensemble et les membres, de faire le relais avec les autorités et les organisations fêtières. Alors, on a eu une foire aux questions qui a eu un succès absolument dingue. Bon, maintenant, on l'a un peu réduite, adaptée, parce qu'on n'est plus dans la même situation. J'espère qu'à l'automne, on ne va pas être obligé de recommencer, de ressortir les vieilles questions et puis de les remettre sur le site. Ça serait dommage, mais on ne sait jamais. Avec des vidéos, des conférences hybrides, virtuelles, des communiqués et de nombreuses interventions dans la presse. Sachez qu'il y en a eu 300 l'année passée pour cette fédération dans la presse, c'est-à-dire une par jour à minima, quasiment. La production de services, et ça c'est important, de services destinés à nos membres ne s'est jamais arrêté, sauf dans deux domaines absolument évidents, la restauration et les salles de réunion. Et encore, dès qu'on a pu rouvrir, on a rouvert, bien entendu. Nous avons donné de très nombreux conseils en matière de RHT, en étroite coopération avec les autorités, et en matière d'allocation perte de gains. Je vous signale que le logiciel allocation perte de gains a été fait dans cette maison en 48 heures. Le lundi, il était opérationnel et il n'a pas bugué. Ce qui en informatique, c'est assez rare quand même. Il y a aussi la discussion que nous avons eue avec nos associations dans les secteurs qui étaient très touchés par la pandémie, ce qu'on a appelé ensuite les cas de rigueur. Et c'est de cette discussion que sont sortis les dispositifs qui ont été adoptés
par le Parlement genevois, mais aussi par le Parlement fédéral, et mis en œuvre avec le concours des autorités. Je dois dire avec beaucoup d'efficacité, messieurs, vous pouvez remercier les équipes que vous avez autour de vous parce qu'elles ont bien travaillé. Évidemment, quand le danger s'en va, tout ça, ça paraît presque naturel, et on se dit qu'au fond, on peut l'oublier assez vite. Alors avant d'oublier, un grand merci à nos équipes aussi pour tout ce qu'elles ont produit durant les années écoulées. Voilà, mais la pandémie, même si ça nous a fait un peu oublier le reste, la pandémie, ça n'a pas été que ça. On a continué à avoir une vie politique très intense. Et j'ai choisi ce soir de vous parler de 5 thèmes. Ça ne sera pas trop long, mais ça doit l'être un peu quand même. D'abord, la discussion avec l'Union européenne, comme vous le savez, fin des délibérations, des négociations, des échanges, je ne sais pas comment on peut appeler ça, sur l'accord cadre avec l'Union européenne. Ça a été pour nous une déception puisque nous avons toujours souhaité qu'il y ait une solution institutionnelle qui soit trouvée pour que se stabilisent et évoluent les rapports entre l'Union européenne et la Suisse. Nous avions d'ailleurs organisé le printemps dernier des séminaires virtuels sur les conséquences potentielles de la fin de ces discussions et de la non-évolution des accords bilatéraux. Et si M. Parmelin est venu confirmer tout ce qu'on pouvait craindre en matière d'énergie, sachez qu'on l'avait déjà annoncé au printemps dernier. Donc il n'y a pas de surprise. Ce qui est dit maintenant est en train de se passer. Bien sûr, le Conseil fédéral s'est dit, voilà, si je dois aller maintenant devant le Parlement fédéral, puis ensuite en votation populaire, avec une alliance contre nature gauche UDC, ça ne passera jamais. Je le comprends, il s'est dit dans ces conditions, arrêtons l'exercice. Sauf qu'il ne l'a pas très bien fait, et ça je peux vous l'attester, parce que j'ai eu des discussions avec les ambassadeurs français notamment, c'était pas glorieux dans la façon de procéder, sauf qu'il l'a fait, et pas bien fait. Et deux, c'est qu'après on doit recommencer. Et quand c'est vous qui allez frapper à la porte, c'est toujours plus difficile que quand vous laissez la porte même légèrement entrebâillée. Bon, face à ce constat, il fallait bien quand même qu'on propose quelque chose pour démarrer. Nous avons donc demandé à la professeure Astrid Épinay, qui est la rectrice de l'Université de Fribourg, de nous donner un état de la situation et de nous dire où est-ce qu'on pouvait faire quelque chose pour repartir sur une base un peu différente. Ce qu'elle a fait, nous avons présenté les résultats de ses travaux à Berne à la fin de l'année passée. Je pense que c'est un des éléments qui aura contribué à ce que le Conseil fédéral a annoncé, c'est-à-dire une nouvelle approche. Ça n'est bien sûr pas le seul, la marge de manœuvre est très étroite. Donc je souhaite vraiment à nos autorités de réussir, sauf qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Les problèmes qui ont été soulevés dans le cadre de l'accord cadre, même si vous décentralisez la discussion, vous allez d'une manière ou d'une autre les retrouver. Et le problème, c'est que comme les accords bilatéraux perdent petit à petit de leur pertinence parce qu'ils ne sont pas adaptés, on va avoir une économie suisse qui sera moins concurrentielle. Dans le domaine de la recherche et l'innovation, nous avons un expert ce soir, le professeur Meuseau, que je remercie d'ores et déjà très vivement d'avoir accepté notre invitation et qu'on écoutera avec beaucoup d'attention nous expliquer l'état de la situation et l'importance pour la place de l'innovation et de la recherche suisse de ces accords avec l'Europe. Le positionnement de notre fédération sur ces domaines est tout à fait clair. Nous sommes en faveur d'un accès aussi large que possible au marché unique européen. Le marché unique européen, c'est 1 franc sur 3 pour la Suisse. On gagne 1, 2 avec l'étranger, vous connaissez ces chiffres. Mais c'est surtout le plus grand marché intégré au monde. Ce qu'on a tendance à oublier. Et ce marché-là, nous sommes au cœur de son dispositif. Donc on en a besoin, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est la réalité. Mais c'est évidemment pas seulement ça, c'est aussi une dimension culturelle et sociale que nous partageons avec les pays qui nous entourent. Donc il nous faut trouver une solution pour aller vers une évolution. Nous ne croyons pas au libre-échange comme solution de remplacement aux accords bilatéraux. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le Brexit. D'ailleurs, les Britanniques ont mieux négocié, je pense, dans le domaine de la recherche. Mais ça, Joël Meuseau nous le dira peut-être. Ça se discute. Bon, ça se discute, très bien. Ça se discute, enfin, ils ont essayé en tout cas. Mais pour le reste, ce n'est pas forcément extraordinaire ce qui se passe en Grande-Bretagne à l'heure actuelle, comme vous l'avez vu. Puis un dernier mot sur les soi-disant pertes de souveraineté, parce que ça reviendra dans la discussion. Quand vous avez quelqu'un avec qui vous dansez, hein, comme disent les Britanniques, « you need to be two to tango ». Ben oui, et si possible avec des pas qui soient ajustés.
Et si vous ne savez pas danser, ou si vous hésitez dans votre pas, et que l'autre a un pas assez assuré, on a encore vu les déclarations de l'ambassadeur de l'Union européenne à ce sujet aujourd'hui, eh bien c'est difficile de bien danser. Donc il va falloir peut-être qu'on réapprenne à danser en Suisse pour arriver à danser avec l'Union européenne. Et croyez-moi, quand on danse en couple, c'est un respect mutuel. C'est cela, la danse de couple. Et c'est ça qu'on doit garder à l'esprit. L'accord cadre, je vous assure, pour l'avoir lu et relu, ne constituait vraiment pas une perte de souveraineté, mais plutôt une reconnaissance de notre spécificité. Un mot pour la votation de dimanche. Bon, normalement, vous avez déjà voté. Et j'espère que vous avez bien voté. Je ne saurais vous influencer. Je vais quand même essayer. Voyez-vous, la gauche a une attitude paradoxale. Alors, ce n'est pas toute la gauche, mais c'est quand même un bon bout de la gauche. Elle souhaite relancer les négociations avec l'Union européenne, mais elle les a bloquées, en particulier sur la libre circulation. Elle ne veut pas de Frontex, mais elle nous dit on aimerait garder Frontex quand même pour la sécurité. Ce qu'on veut, c'est plus d'admission en Suisse. Elle sait très bien, et les mécanismes sont clairs, que si on n'est pas dans Frontex, on ne sera plus dans Schengen-Dublin. Donc plus de Schengen-Dublin, c'est aussi la fin de la libre circulation qu'on a eue grâce à Schengen-Dublin. C'est la fin du tourisme, peut-être qu'on le connaît maintenant, et Dieu sait s'il est impacté. Donc ça a des conséquences qui sont extrêmement fortes. Et puis elle ne veut plus d'armée, en nous expliquant aussi qu'on est protégé par une alliance armée qui s'appelle l'OTAN. Donc on n'a pas besoin d'armée parce qu'on a l'OTAN, qui est une alliance armée. Donc ça veut dire que quelque part, elle souscrit à l'idée même d'une alliance armée qui s'appelle l'OTAN. Vous avez compris, vous? Moi, il y a des mois, je ne comprends plus. Au moins, à l'UDC, c'est clair. On vous dit on ne veut pas. En l'occurrence, ils ont pris une décision différente sur Frontex. Mais c'est quand même de l'incohérence. On veut ou on ne veut pas? Et si on ne veut pas, il faut mesurer les conséquences que ça a. Donc dimanche, si vous aviez encore une petite hésitation, dites oui à Frontex. Mais je vois qu'il n'y en a pas beaucoup dans la salle, ça me fait plaisir. Je continue avec les questions fiscales. Alors là, je vais être relativement bref. Mme Pontane est excusée ce soir, je crois qu'elle est souffrante, vous la saluerez bien. Le principal problème que nous avons, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est le taux d'imposition uniformisé à 15% pour les entreprises qui font plus de 750 millions de chiffre d'affaires. Donc on ne souhaite pas les voir quitter le canton de Genève ni même la Suisse. Et la discussion est en cours sur les mécanismes compensatoires qu'on peut envisager au niveau cantonal, au niveau communal. Madame la Coussamnerie, je vois que vous êtes un peu nerveuse, je comprends. Car on aura peut-être un peu plus de retour, de ressources financières, mais il faudra savoir où et comment ça va. Et ça, c'est la question qui est sur la table. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, il y a énormément de pistes qui sont actuellement étudiées. On vous tiendra au courant de la suite. Évidemment qu'il y a d'autres idées. Il y a des idées pour dépenser l'argent qu'on n'a pas encore encaissé avec cette réforme, ça vous le savez. Puis il y a des idées pour charger encore plus la fiscalité. Ben voyons, c'est vrai qu'à Genève, on a des impôts qui sont bas, chacun le sait. Les impôts les plus bas de Suisse. Il n'y a personne qui réagit dans la salle, je suis déçu là. Je suis franchement déçu. Non, c'est plutôt tout le contraire, les impôts les plus élevés de Suisse. Et puis on nous avait dit que la réforme de la fiscalité des entreprises, ça allait créer des trous béants. On se retrouve avec 1 milliard au compte d'État. Franchement, il y en a qui se sont trompés. Je ne sais pas comment ils font leurs calculs économiques, mais ils ont fait une démonstration, c'est qu'ils ne savent pas les faire. Nous, on avait toujours dit que la réforme serait bénéfique. Elle l'a été très rapidement. Et Serge Albousco, avec qui nous avons mené ces travaux au début, tout au début de la réforme de la fiscalité des entreprises, le sait bien. Sur ce point, quoi qu'on en dise, on a eu raison. M'en voulez pas. C'est le président du Grand Conseil, m'en voulait pas. M'en voulait pas. Mais c'est quand même ce qui s'est passé. Voilà, donc sans vous surprendre non plus, on risque de s'opposer à toutes les velléités de votre parti consistant à augmenter la fiscalité. Je sais, profitez de la fonction. C'est agréable. Alors, un petit mot pour votre collègue, pour monsieur le conseiller d'État, le président du Conseil d'État, parce qu'il aurait été déçu si je n'avais pas abordé la question des transports, de la mobilité et de l'environnement. J'imagine que vous aurez des questions tout à l'heure qui lui sont adressées. Il est prêt, il sait que ça va être dur cette partie-là. Bonjour, un mot pour vous dire quand même que les problématiques de développement durable, ça fait 20 ans qu'on s'en occupe à la Fédération. Alors si on ne fait pas autant de publicité que d'autres sur le sujet, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait.
Vous êtes dans un bâtiment qui est entièrement rénové, avec les dernières normes techniques. Pour certains d'entre vous, auront probablement vu nos ruches à l'entrée. Nous avons un plan de mobilité, nous avons tout un système de recyclage des déchets. Nous sommes raccordés à Génilag. Nous avons une responsabilité, une démarche de responsabilité numérique. On essaie de voir toute la consommation qu'on a avec nos outils numériques, parce qu'il va falloir la réduire, en tout cas l'optimiser. Et en matière de transport, notre réflexion, ça a toujours été de dire qu'il fallait favoriser le transport professionnel. C'est ce que le président du Conseil d'État a déclaré d'ailleurs aujourd'hui. Donc on est sur la même longueur d'onde. Pas de divergence, du moins jusque-là. On a des idées construites. On a fait un plan piéton, on a fait un plan de pistes cyclables, en se disant, ben voilà, il y a des idées qui sont sur la table. Enfin, pour la ville, Madame la conseillère administrative ne m'en voudrait pas. Mais la fermeture des rues à l'époque, ce n'était pas un plan. C'était des bouts qu'on fermait les uns à côté des autres. On dit qu'on peut faire mieux. Pour les pistes cyclables, c'était très bien, mais on s'est permis de faire quelques suggestions qui maintenant sont reprises, j'espère avec profit. Donc voilà, on a une démarche très construite par rapport à ça. On sait que tout est en train d'évoluer. Et ça ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord sur toutes les propositions qui sont faites. Nous suivons le plan de mobilité avec son label. On arrive à bout touchant. Je crois que ce dialogue que vous avez contribué à relancer après des périodes de tension très fortes, eh bien, ce dialogue a été profitable pour trouver une solution qui soit supportable administrativement pour les entreprises. Sur les 30 km à l'heure, ça risque d'être plus dur. Autant vous le dire tout de suite, mais vous le savez. Et je pense que vous aurez l'occasion de nous préciser votre pensée tout à l'heure. Je vous laisserai le faire. Je le dis parce que, enfin, quand on dit le transport collectif, transport professionnel doit être la priorité, c'est bien, mais à 30 km à l'heure, alors que d'autres régions ont fait différemment, ça nous paraît discutable, c'est le moins qu'on puisse dire. Le monde du travail, eh bien, le télétravail, je ne vous apprends rien, a tout de même changé nos habitudes. Il existait avant, le télétravail avant la pandémie, mais tout d'un coup, il s'est massivement installé chez nous. C'est une modification des habitudes, c'est peut-être une modification de la gestion des entreprises, encore qu'il faut arrêter que c'est pensif. Les entreprises ont évolué, elles sont plus gérées comme à la fin du 19e siècle ou comme dans les années 60. Tout ça, c'est de la tarte à la crème. Enfin bon, on nous ressort régulièrement ça. Moi, je suis convaincu que vous gérez du mieux que vous pouvez vos entreprises avec tous les outils modernes de management, sinon vous disparaissez du marché. Cela étant, on a un petit problème avec le télétravail qui est de savoir ce qu'on a le droit de faire dans les entreprises puisqu'on est dans une région frontalière. Puis aussi ce qu'on doit faire pour les employés qui ne sont pas frontaliers. Donc il y a un guide qui est à disposition sur notre site. On l'a fait avec l'Union patronale suisse. Ce sont nos équipes qui ont largement contribué à cette élaboration. Ça répond à peu près à toutes les questions, je vous y renvoie. Nous avons participé à une conférence de presse avec l'État de Genève sur ces problématiques. Nous avons donné notre point de vue qui sont au fond de 3 ordres, fiscal, de sécurité sociale et de droit applicable. Alors, le fiscal pour Genève, c'est que dès la première minute de télétravail, il y a un risque. Il y a un risque d'être soumis à la fiscalité étrangère. Vous n'avez pas le droit, comme employeur en Suisse, de percevoir l'impôt pour un État étranger. C'est pénalement répréhensible. Il y a un problème de sécurité sociale, parce qu'à partir de 25%, il va falloir vous affilier à la sécurité sociale française. Puis il y a un problème de droit applicable, parce qu'à partir de 50%, vous irez devant les tribunaux de prud'homme de Bourg-en-Bresse. Voilà, vous connaissez le droit du travail français, je pense. C'est un truc assez souple, facile à vivre et tout. C'est assez génial. Mais attention, le 30 juin, pour le moment, on n'a pas de garantie qu'on continue avec une suspension des dispositions applicables. Donc à partir du 30 juin, regardez bien ce qui va se passer. Bien entendu qu'on vous informera là-dessus. Nous, on voudrait une solution pérenne, à 40% si possible. J'ai vu que le canton du Jura, le canton de Neuchâtel, le canton de Vaud y travaillaient. Très bien. À mon sens, on en est encore assez loin. Vous savez qu'il y a des discussions au niveau européen, il y en a avec la France, c'est deux choses différentes. Mais bon, il faut espérer qu'on arrive à quelque chose d'un peu concret. Au moins le 25% d'alignement de la fiscalité sur la sécurité sociale, ça serait une bonne réponse. Le télétravail, ce n'est pas un droit, c'est une faculté. Ça doit faire l'objet d'une convention avec ses employés pour qu'on soit bien au clair sur ce qu'on fait, quels sont les objectifs à atteindre, quelles sont les présences qu'on veut. Et puis, tout cela, bien sûr, ça nécessitera à terme une adaptation de notre tissu légal parce qu'il n'est pas du tout conçu pour le télétravail. Mais d'après ce que j'ai pu voir à Berne, ça avance très, très, très lentement sur le sujet. On peut toujours espérer. Je termine avec la réforme de l'AVS.
Hélas, nous sommes dans une société vieillissante. Fort heureusement, nous vieillissons bien. Nous vivons plus longtemps et nous vivons mieux. C'est un grand acquis par rapport au passé. Mais ce qui veut dire que nous avons de plus en plus de gens à la retraite et que nous devons financer ces retraites. Donc AVS 21, c'est un moyen de traiter la question du financement des retraites pour le futur en raison de l'évolution démographique. Oh, les précédentes tentatives ont toutes échoué. Depuis 1997, on n'a pas revu notre système d'AVS. Et vous savez qu'il est d'ores et déjà déficitaire, avec l'équilibre, en tout cas, s'obtient autrement que par les seules contributions du travail. La stabilisation est capitale, et c'est le but de la réforme AVS 21 qui a été adoptée par le Parlement en décembre. Tout le monde le sait, la mesure qui fait le plus de problèmes, c'est l'harmonisation de l'âge de la retraite des hommes et des femmes. Mais il y a des mesures compensatoires qui ont été prévues. Et puis il y a une flexibilisation de l'âge de la retraite. Et il y a une augmentation de la TVA pour financer. Donc c'est un paquet de mesures qui est prévu. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes de l'AVS, mais c'est une première réponse pour l'horizon 2030. Parce que si on laisse aller les choses à l'horizon 2050, ce qu'on avait dit à une certaine époque, à savoir qu'on n'aurait plus les moyens de financer notre sécurité sociale, se réalisera 250 milliards de déficits cumulés. À ce moment-là, vous pourrez dire ce que vous voulez, mais la Suisse sera plus en tête des classements internationaux en matière d'endettement. Alors si par hasard on votait sur cette réforme, sans vouloir vous influencer à nouveau, bien entendu, vous aurez compris dans quel sens je souhaiterais que votre vote aille. Merci d'avance pour votre soutien. Voilà, nous terminons avec d'abord des remerciements qui sont des remerciements pour votre écoute, bien entendu, mais aussi pour tous les messages très touchants que vous nous avez adressés durant la pandémie et après la pandémie. Ça nous est allé droit au cœur. Vraiment, c'est très agréable de recevoir ces messages. Je vous annonce les prochaines assemblées générales. Alors, il y a 2 dates qui ont été retenues, que vous pouvez déjà noter. Tout dépend un peu du calendrier fédéral, pour être tout à fait clair. Nous n'avons pas aujourd'hui les députés aux chambres fédérales, tout simplement parce qu'ils sont en session spéciale. Et l'année prochaine, ça recommence. Donc on va essayer de faire en sorte que ça soit le 27 avril, mais ce n'est pas sûr que ça marche. Donc si jamais, et si vous n'êtes pas trop pris, notez 2 dates, s'il vous plaît, parce qu'on aimerait bien vous avoir, et on le fera au BFM en face. Et d'ici là, je vous demande de faire ce que nous avons toujours voulu faire, de continuer à cultiver l'esprit d'entreprendre. Merci, bonne soirée.